Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'une des peurs qui est les plus courantes et qui est aussi à l'origine de beaucoup d'angoisse pour beaucoup de personnes, puisqu'il s'agit de la peur d'échouer. Je vais tout d'abord essayer de vous aider à mieux comprendre cette peur, et puis comme à chaque fois, à la fin de cette vidéo, je vous proposerai des solutions pour vous aider à vous en libérer. Alors comme c'est une des peurs parmi les plus courantes, je pense pas avoir besoin de vous donner une définition de la peur d'échouer. Par contre, je vais vous faire le tableau clinique d'une personne qui aurait cette peur. Et je pense qu'il y en aura beaucoup parmi vous qui vont se reconnaître dans la description que je vais faire. La peur de l'échec va souvent de pair avec le perfectionnisme, ce qui paraît tout à fait logique étant donné que la personne a peur d'échouer, elle va se mettre une grosse pression pour faire en sorte de réussir ce qu'elle entreprend. Le problème, c'est qu'elle a tendance à être du côté un petit peu extrême du perfectionnisme, c'est-à-dire qu'elle est extrêmement exigeante envers elle-même en ayant des attentes irréalistes, elle se fixe des objectifs difficilement atteignables, voire même parfois totalement inatteignables. Et elle aura tendance du coup à n'être jamais satisfaite. Tout ce qu'elle va accomplir, ce sera jamais assez bien, jamais suffisant, et il faudra toujours faire mieux et toujours aller plus loin, à tel point qu'elle dénigre ses réussites et tout le chemin qu'elle a parcouru. Sa peur de l'échec va la pousser à vouloir tout contrôler et tout maîtriser, y compris des choses sur lesquelles elle n'a absolument aucune emprise. Ce qui engendre assez naturellement des angoisses, et ces angoisses-là vont la pousser à vouloir contrôler davantage son environnement. Mais plus elle va vouloir contrôler, plus elle va perdre le contrôle, plus ça va l'angoisser, plus elle va vouloir contrôler, et ainsi de suite. Ces angoisses peuvent être parfois tellement fortes que ça peut aller jusqu'à créer des crises d'angoisse. Des angoisses qui pourront même se généraliser par la suite. Ce qui fait que de plus en plus, sa zone de confort a tendance à se réduire. Naturellement, plus sa zone de confort se réduit et plus elle a tendance à douter d'elle-même. C'est pour ça qu'elle souffre également d'un gros manque de confiance et d'une très mauvaise estime d'elle-même. Comme elle est très dure envers elle-même, elle a tendance du coup à énormément culpabiliser, et cette culpabilité n'est en réalité qu'une manière de s'auto-flageller et de se punir de ne pas être parfait. L'image qu'elle a d'elle-même est parfois tellement erronée qu'elle est persuadée d'être une mauvaise personne ou qu'il y a quelque chose qui cloche chez elle. Elle a même très souvent honte d'elle-même. C'est pourquoi elle cherche à cacher qui elle est véritablement et en particulier ce qu'elle perçoit comme des faiblesses. Oser montrer ses émotions et être vulnérable, c'est quelque chose qui est difficilement concevable pour elle puisque ça reviendrait à accepter qu'elle n'est pas parfaite. Évidemment, comme elle est convaincue d'être stupide de ne pas réussir à faire les choses comme elle le voudrait, elle souffre également d'un complexe d'infériorité, puisque pour se convaincre qu'elle est stupide, elle va sans cesse se comparer aux autres. Et bien sûr, elle finira toujours par trouver des preuves qui viendront renforcer les croyances limitantes qu'elle a d'elle-même. Donc voilà en gros le profil d'une personne qui aurait peur d'échouer. Évidemment, il y a des degrés, il y aura très certainement des personnes pour qui les caractéristiques que je viens de décrire ne seront pas aussi présentes, et puis pour d'autres personnes, on y sera en plein dedans. Malgré tout, les personnes que je reçois en consultation qui ont cette peur d'échouer présentent quasiment à chaque fois toutes ces caractéristiques. Plus le temps passe et plus les symptômes auront tendance à s'aggraver. Ça fait un effet boule de neige et ça peut aller très vite. Puisque tout est un petit peu entremêlé et qu'il y a énormément de boucles de rétroaction, c'est-à-dire des cercles vicieux qui s'influencent les uns les autres. Ce que je constate également, c'est que ces personnes-là sont souvent les plus sujettes à finir en dépression ou en burn-out. C'est des personnes qui sont souvent pas très épanouies dans leur vie, malgré le fait que les choses leur réussissent plutôt bien, mais vu que ce qu'elles font et ce qu'elles ont n'est jamais assez, elles ont énormément de mal à profiter du moment présent. Alors maintenant, on va explorer un peu plus en détail cette peur d'échouer. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que la peur d'échouer n'est en réalité ce qu'on pourrait appeler qu'une peur de surface. C'est en quelque sorte la pointe de l'iceberg, mais il y a toute une partie immergée qui est beaucoup plus inconsciente, mais qui est surtout très intéressante à explorer, puisqu'elle cache des peurs plus profondes. Et c'est en allant à la rencontre de ces peurs plus profondes qu'on se trouve au cœur du problème et qu'on pourra du coup mieux s'en libérer. Et pour découvrir ces peurs plus profondes, il y a une question toute simple à se poser, c'est en quoi c'est un problème d'échouer? Qu'est-ce qui fait vraiment peur dans le fait d'échouer? De quoi une personne a réellement peur quand elle a peur d'échouer? Et c'est là bien souvent que beaucoup de personnes peinent à répondre à cette question. Alors je vais vous aider à y voir un peu plus clair. Souvent ce qui ressort, c'est que les personnes ont peur de se faire critiquer. Mais là encore, c'est qu'une peur de surface. Pourquoi ce serait un problème de se faire critiquer? Je veux dire, on aura beau faire les plus belles choses au monde, il y aura toujours quelqu'un qui sera pas content et qui va nous dire que ce qu'on a fait n'était pas assez bien. Il y aura toujours quelqu'un pour nous critiquer, c'est comme ça. Mais pourquoi donc ce serait un problème alors? Et c'est là souvent que les personnes me disent « j'ai peur de me faire rejeter ». Ok, mais ça c'est encore qu'une peur de surface. Pourquoi ce serait un problème de se faire rejeter? Et c'est là souvent que les personnes sont un petit peu coincées et que ça tourne un petit peu en rond et qu'elles savent plus trop quoi répondre. Mais ça c'est normal parce qu'on se rapproche de la peur profonde. Certains arrivent à y voir un peu plus clair et pour d'autres ça reste encore compliqué d'y mettre le doigt dessus. Mais de manière générale, ce qu'on retrouve, c'est tout simplement la peur de ne plus être aimé. Alors vous allez probablement dire que je suis chiante, mais on pourrait aller encore un petit peu plus loin.
parce que en quoi ce serait un problème de ne plus être aimé? Comme je l'ai dit, on peut pas plaire à tout le monde, c'est comme ça. Et il y a des personnes qui sont assez à l'aise avec ça. Mais pourquoi pour d'autres c'est compliqué justement? C'est ça qui est important. Alors derrière ça, on pourrait trouver encore une autre peur, qui est la peur d'être seul. Et vous vous doutez probablement ce que je vais dire, mais pourquoi ce serait un problème d'être seul? Et ça, j'en ai déjà fait une vidéo assez complète sur le sujet que je vous laisserai aller voir si c'est pas déjà fait. Mais pour résumer ce que j'y explique, en gros, la solitude est souvent associée à la mort. C'est une peur qui est bien ancrée en nous, qui est même assez archaïque, puisque à l'ère préhistorique, on avait besoin d'être en groupe pour pouvoir survivre. Si on se faisait rejeter par le groupe et qu'on se retrouvait tout seul, nos risques de survie étaient alors beaucoup plus faibles. Mais plus récemment, dans les années 50, on s'est aperçu que le fait d'être aimé est un besoin vital pour le bébé, à tel point que ça prend même le dessus sur le besoin d'être alimenté. Si un bébé ne reçoit pas suffisamment d'attention et d'affection, il a tendance alors à développer des problèmes physiques. Et dans les pires cas, lorsque la carence affective est trop grande, il se laisse totalement dépérir. Donc le fait d'être seul et le fait de ne plus être aimé sont tous les deux associés à des souffrances terribles et plus précisément à la mort. Cette peur de ne plus être aimé est tellement profonde qu'elle a tendance à gouverner notre vie. Si vous prenez le temps d'analyser votre vie, vous allez probablement constater qu'une grande partie des décisions que vous avez prises, c'était par rapport à cette peur de ne plus être aimé. Je sais que ça paraît presque un peu tiré par les cheveux. Je veux dire, on part de la peur d'échouer et on arrive sur la peur de la mort. Mais c'est pourtant bien à ça que beaucoup de personnes ont associé l'échec. De manière générale, toutes les peurs sont essentiellement la peur de la mort. Mais il est justement là le problème, c'est que c'est des raccourcis énormes là qui ont été faits. Parce que déjà, c'est pas parce qu'on échoue que ça veut forcément dire qu'on va être rejeté. Et c'est pas parce qu'on a la sensation d'être rejeté que ça veut dire qu'on n'est plus aimé. Et c'est pas parce qu'on a l'impression de ne plus être aimé que ça veut forcément dire qu'on va être seul. Et c'est pas parce qu'on est seul que ça veut dire qu'on va mourir. En fait, ce qui nous fait souffrir la plupart du temps dans notre vie, c'est tout simplement des mauvaises associations d'idées. Tout le travail en thérapie consiste justement à détricoter un peu tout ça. Mais c'est pas toujours simple puisque ces idées sont très souvent irrationnelles et elles sont surtout bien ancrées chez les personnes. Donc une des peurs les plus profondes qu'on retrouve très souvent derrière la peur d'échouer, c'est donc la peur de la mort. Mais paradoxalement, il pourrait aussi y avoir la peur de réussir. Alors je ferai probablement une vidéo spécifiquement sur le sujet parce que j'aurai plein de choses à dire. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Mais on pourrait retrouver également la peur de vivre. Et ça aussi, ça fera probablement l'objet d'une vidéo. Alors maintenant, on va voir un peu plus en détail comment cette peur-là a pu se créer. En fonction de l'histoire de chacun, la manière dont cette peur a pu se créer peut être un petit peu différente. Mais on retrouve quand même des points en commun. C'est souvent dû à une sensation de rejet ou de honte qu'on aurait expérimenté d'une manière ou d'une autre. Ça pourrait déjà être dans un premier temps dans l'enfance, avec par exemple un parent qui vous aurait disputé parce que vous avez eu une mauvaise note ou parce que vous avez fait une bêtise quelconque. Et c'est là que parfois nos parents peuvent laisser échapper des expressions du style « mais t'es vraiment bête quand tu t'y mets, mais c'est pas possible d'être aussi maladroit » ou « ton frère ou ta sœur arrive mieux à faire telle ou telle chose que toi ». Ce genre de phrases, quand elles sont répétées, elles vont venir s'ancrer en nous. Et c'est là qu'on a tendance à en tirer du coup des conclusions du style je suis vraiment une mauvaise personne, il y a quelque chose qui doit clocher chez moi, je mérite pas telle ou telle chose, ou tout simplement je suis une merde quoi. Mais c'est tout aussi douloureux si c'est d'autres personnes que nos parents qui nous disent ce genre de phrases. Parfois, on peut entendre ce genre de choses à l'école, avec parfois un professeur qui va nous humilier parce qu'on n'arrive pas à faire quelque chose. Ou alors, c'est des camarades de classe qui se moquent de nous. Mais ça pourrait très bien être plus tard, à l'adolescence ou à l'âge adulte, qu'on peut développer cette peur. En fait, peu importe le moment où elle a commencé à pointer le bout de son nez, ce qu'on remarque, c'est qu'elle se crée à la suite d'une expérience qu'on juge désagréable. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas vraiment ce qui nous arrive qui est important, mais c'est l'histoire qu'on se raconte par rapport à ça. Parce qu'on pourrait tous vivre un même événement, mais pas du tout le vivre de la même manière. Certains vont peut-être se dire que c'était affreux, d'autres ça va absolument rien leur faire, et puis d'autres encore, ça va au contraire les motiver. C'est là qu'on voit qu'il y a en fait une grande part de subjectivité dans tout ça. Selon la manière dont on perçoit une situation ou un événement, on va pas du tout le vivre de la même façon. Enfin bref, quand on juge qu'une situation est désagréable, on va alors tout faire pour ne pas la revivre, ce qui est tout à fait logique et même une réaction plutôt normale. Je l'ai déjà dit et redit dans plein de vidéos, mais l'être humain est conditionné pour éviter la souffrance. Mais c'est de cette manière-là que se créent des mécanismes de défense qui, au départ, vont nous être utiles, mais qui progressivement deviennent eux-mêmes source de souffrance. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à 2 de mes vidéos, la première sur la souffrance et le plaisir, et la deuxième sur les mécanismes de défense. Dans le cas de la peur d'échouer, les personnes ont associé de la souffrance dans le fait d'avoir honte. Mais il y a toujours cette question importante à se poser, en quoi ce serait un problème d'avoir honte? Là encore, il y a des personnes qui sont tout à fait à l'aise avec le fait d'avoir honte ou de se sentir ridicule. Certains en ont même fait un métier de ça, comme les humoristes. Et c'est pareil pour le rejet, il y a des personnes qui sont totalement à l'aise avec le fait d'être rejetées. Je pense notamment aux personnes qui ont confiance en elles. Si elles veulent aborder une personne, elles savent très bien qu'elles vont peut-être se faire rejeter, mais elles arrivent à l'accepter assez facilement, ce qui fait que si ça arrive, elles sont pas perturbées plus que ça.
Donc les personnes qui ont peur de l'échec ont associé la honte et le rejet à quelque chose de désagréable. Donc c'est pour ça qu'elles font tout pour ne pas ressentir à nouveau ces sensations. Du coup, elles vont commencer à se mettre une grosse pression. Et c'est là qu'elles vont progressivement devenir de plus en plus perfectionnistes. Et ça déclenche tout ce que j'ai décrit en début de vidéo. Mais quand on prend le temps d'écouter et de comprendre cette peur, on comprend surtout qu'elle cherche en fait à nous protéger. C'est pour ça que les peurs, bien qu'elles soient totalement irrationnelles, ont quand même une réelle utilité. C'est pour ça que c'est vraiment dommage d'avoir associé la peur ou l'échec à quelque chose de désagréable. Il y a pourtant tellement de choses importantes à en retirer, et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir maintenant. L'échec est souvent vu comme étant quelque chose de négatif, quelque chose qu'il faudrait éviter à tout prix, voire même dans certains cas qu'on n'aurait même pas le droit de faire. Dans notre société où on voue un culte à la performance, c'est pas forcément simple de valoriser l'échec. Et pourtant, je pense qu'il serait grand temps qu'on change notre perception de l'échec. La plupart des gens ont peur de faire des erreurs puisque dans leur esprit, ça reviendrait à laisser paraître leurs faiblesses. Et ça, c'est très mal vu. Parce que dans notre société, il faudrait être parfait, toujours montrer qu'on est fort et qu'on est en forme. Et c'est ça qui pousse les gens à devenir perfectionnistes et à se mettre une pression énorme, ce qui va générer beaucoup d'angoisse et dans certains cas ça peut même aller jusqu'à la dépression. Mais le problème c'est pas le fait d'échouer, ni même le fait d'avoir peur, mais c'est le fait de croire qu'on n'a pas le droit d'échouer ou d'avoir peur. Parce que ça reviendrait à dire qu'on n'accepte pas le fait qu'on soit humain et qu'on ne puisse pas tout maîtriser. Ce qu'on appelle l'échec est en fait une des meilleures façons d'apprendre. En fait, l'échec fait partie intégrante du processus d'apprentissage. Il est donc extrêmement important. Quelqu'un qui n'échoue pas, ça veut dire qu'il n'essaye pas vraiment de faire des choses et qu'il est resté dans sa zone de confort et du coup, il peut pas évoluer. Comme le dit Tal Ben-Shahar dans son livre L'apprentissage de l'imperfection que je vous conseille fortement, on ne peut pas apprendre à réussir si on n'apprend pas à échouer. On pourrait donner l'exemple d'un enfant qui apprend à marcher. Il faut qu'il tombe des centaines et des centaines de fois pour pouvoir développer les muscles nécessaires pour pouvoir mettre un pied devant l'autre. C'est donc extrêmement important de le laisser se casser la figure si on veut qu'il évolue. La pire chose à faire, ce serait de vouloir surprotéger son enfant en l'empêchant de tomber. Mais ce serait donc valable pour n'importe quel apprentissage, qu'on soit enfant ou adulte. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment d'échec. J'ai jamais vraiment aimé ce mot-là d'ailleurs. Il n'y a pas d'échec parce qu'il n'y a que des expériences qui nous permettent d'apprendre. Comme le dit John Maxwell, parfois on réussit et parfois on apprend. En fait, l'être humain a tendance à tirer des conclusions beaucoup trop hâtives, alors qu'il ne voit qu'un petit bout de la réalité. Il a beaucoup de mal à voir le tableau dans son ensemble, parce qu'on ne peut jamais vraiment savoir si un événement est positif ou négatif. Combien de fois ce qui vous semblait être une super décision et quelque chose d'hyper positif a finalement découlé sur plein de difficultés. Et à l'inverse, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de vous dire que ce que vous étiez en train de vivre c'était la pire chose qui pouvait vous arriver, pour au final constater avec le recul que grâce à ça vous aura permis vraiment d'évoluer et peut-être même qu'il y aura eu plein de choses positives qui auront découlé de ça. Alors en plus de ça, les gens ont souvent tendance à se décourager hyper rapidement. Ils testent les choses une fois et si ça donne pas les résultats qu'ils espéraient, ils abandonnent. Et comme ils ont bien souvent des attentes irréalistes, ils assimilent leur tentative à un échec. C'est très flagrant dans mon métier avec l'hypnose par exemple. Les personnes espèrent bien souvent que leur problème est disparu totalement en une séance. Si c'est pas le cas, ils vont alors en conclure que l'hypnose ne marche pas sur eux. Même si c'est vrai que pour certaines personnes ça peut aller très vite, c'est quand même pas toujours aussi simple. Ça demande pas mal de détermination et de faire un gros travail sur soi. Personnellement, avant de dire que quelque chose ne fonctionne pas, je vais tester cette chose-là sur plusieurs semaines. Au minimum, j'ai tendance à faire des tests d'au moins 1 mois. Et c'est vraiment le grand minimum. Et je vais tester, si possible, tous les jours cette chose-là pendant 1 mois. Pas seulement une fois de temps en temps. Par exemple, c'est ce que j'ai fait avec l'auto-hypnose. Il y a quelques années en arrière, je me suis mise à pratiquer l'auto-hypnose tous les jours, même si je savais pas du tout ce que je faisais, ni même si ce que je faisais était bien. C'était pas grave, je continuais. Si je m'étais arrêtée aux premières expériences que j'ai faites, j'aurais clairement dit que c'était nul et que ça marchait pas ce truc-là. Il m'a fallu pas mal de temps avant de commencer à pouvoir expérimenter l'état d'hypnose, et il m'a fallu encore un peu plus de temps après pour pouvoir commencer à avoir des résultats. Malheureusement, ce que je constate, c'est que beaucoup de personnes essayent les choses une fois, évidemment ils n'y arrivent pas, du coup c'est là qu'ils se disent qu'ils sont nuls ou que cette chose en question est nulle. Il faut bien souvent persévérer pour commencer à avoir des résultats, et surtout ne pas s'arrêter à la première tentative ou à la première difficulté qu'on rencontre. Heureusement que certaines personnes ne s'arrêtent pas à ça, je pense notamment à des célébrités qui ont traversé ce qu'on pourrait appeler des échecs avant de réussir à atteindre leurs objectifs. Je pourrais vous citer J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, qui avait essuyé plus d'une dizaine de refus successifs de la part des maisons d'édition avant que son livre ne soit enfin publié et qu'elle puisse avoir le succès que tout le monde lui connaît. Je pourrais vous parler de Abraham Lincoln, qui a eu un parcours qui n'a été qu'une succession d'échecs sur le plan politique et entrepreneurial. Ce n'est qu'à l'âge de 52 ans qu'il devient enfin président des États-Unis. Je pourrais vous parler de Walt Disney, qui avant de bâtir l'empire que nous connaissons tous aujourd'hui, a été renvoyé de son premier poste de rédacteur parce qu'il manquait d'imagination et qu'il n'avait pas de bonnes idées. Un peu plus tard, en 1921, il créa sa première société qu'il dut liquider.
Il indiqua survivre en mangeant de la nourriture pour chien. Optimiste et battant, il reprit la voie de la création, mais on lui indiqua alors que l'idée d'une souris ne marcherait jamais. Malgré ça, il a continué de persévérer. Ou encore, je pourrais vous parler de Michael Jordan, qui n'a pas été sélectionné dans l'équipe de basketball de son lycée. Encouragé par sa mère, il décida de ne pas abandonner. Il est maintenant reconnu comme étant l'un des plus grands joueurs de basketball de tous les temps. Il y aurait plein d'autres noms à mettre dans cette liste, mais vous aurez compris l'idée. Mais probablement que toutes ces personnes que je viens de citer n'auraient pas eu le succès qu'elles ont eu si elles n'avaient pas eu tous ces échecs. Michael Jordan explique dans une citation qui est désormais assez connue « J'ai raté 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi j'ai réussi. » Du coup, est-ce qu'on peut vraiment dire que toutes ces tentatives loupées sont des échecs ? Personnellement, je pense pas. J'aime beaucoup aussi la citation de Thomas Edison qui a essuyé ce que beaucoup appelleraient là encore des échecs avant de réussir à créer une ampoule, dans laquelle il dit justement qu'il n'a pas échoué, mais qu'il a simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. Avec cette citation, Edison montre qu'en fait, ce n'est qu'une question de point de vue. Et lorsqu'on ne perçoit plus les choses comme un échec, c'est quand même plus agréable à vivre. J.K. Rowling a expliqué dans un tweet qu'elle avait accroché sa première lettre de rejet dans sa cuisine parce qu'elle avait maintenant un point en commun avec tous ses auteurs préférés. Certaines personnes auraient très mal vécu ce rejet, mais J.K. Rowling percevait au contraire cette lettre comme une source de motivation. Alors j'espère qu'au travers de tous ces exemples, ça vous permettra de voir les choses sous un nouvel angle. Et je vous souhaite d'arriver à un stade dans votre vie où vous pouvez sincèrement être heureux d'avoir échoué, d'avoir fait des erreurs. Parce que ça veut dire que vous essayez, que vous sortez de votre zone de confort et que vous osez vivre tout simplement. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, je vais vous parler de ce que vous pouvez faire pour que cette peur d'échouer ne soit plus un problème pour vous. Et comme à chaque fois, les solutions à nos problèmes se trouvent précisément là où on a peur d'aller, c'est-à-dire toutes les choses contre lesquelles on lutte, et plus précisément ces émotions désagréables qu'on essaye de fuir depuis parfois des années. Comme on l'a vu, derrière la peur d'échouer se cachent bien souvent des tentatives de fuite, de la honte et du rejet. Mais si vous voulez vraiment vous libérer de cette peur pour pouvoir enfin avancer dans votre vie, il va falloir mettre les deux pieds dans le plat. Et pour ça, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo S'ouvrir à la souffrance, il va falloir laisser ces émotions désagréables vous traverser totalement. On pourrait dire en quelque sorte que l'idée, ça va être maintenant d'apprendre à mieux échouer. La première technique que je vais vous proposer, elle est géniale parce que vous n'avez même pas besoin de vous confronter dans la réalité aux situations qui vous font peur, puisque là, on va simplement solliciter votre imaginaire. Cette technique, j'en parle dans ma vidéo sur l'acceptation et le lâcher-prise, puisque c'est précisément ce qu'elle va permettre. Elle consiste tout simplement à imaginer le pire scénario, c'est-à-dire d'imaginer toutes ces choses dans lesquelles vous avez peur d'échouer. Je vous laisserai aller voir la vidéo où je vous explique quoi faire, mais comme je suis sympa, je vais vous donner quelques exemples. Si vous avez par exemple peur de bafouiller ou de dire une connerie en public, imaginez ça justement. Mais ce qui importe surtout maintenant, c'est de laisser venir les émotions désagréables et de ne pas chercher à les éviter. Parce que forcément, même si vous ne faites qu'imaginer la scène, vous allez voir que votre corps va réagir. Ne cherchez pas à apaiser les émotions, laissez-les circuler librement en vous. Probablement que vous allez imaginer que c'est la honte de bafouiller en public, laissez la honte venir et ressentez-la pleinement. Si vous avez peur d'être critiqué, imaginez ça. Et pareil, laissez venir les émotions, ne luttez pas contre elles, laissez-les vous traverser totalement. Peu importe le truc dans lequel vous avez peur d'échouer, imaginez que vous échouez et laissez venir les émotions. Ça va probablement être difficile au début et c'est normal. Souvenez-vous qu'on ne peut pas réussir tout le temps du premier coup. Faites-le jusqu'à ce que vous puissiez imaginer la scène et que même s'il y a les émotions qui montent, ça vous déstabilise plus autant. Quand vous en serez là, ça veut dire que vous pouvez maintenant passer au deuxième exercice. Et le deuxième exercice consiste à faire exactement la même chose que précédemment, mais le faire cette fois-ci en situation. Par exemple, si vous avez peur d'aborder une personne, vous allez d'abord commencer par choisir une autre personne à aborder. Et l'idée, c'est maintenant d'aller la voir en essayant de se faire rejeter par exemple, ou en allant lui dire une connerie, ou de faire ce qui vous fait peur, peu importe. Et si jamais ça arrive, l'idée c'est de se dire « Yes, j'ai réussi ». Alors bien sûr, au début, ça va être un petit peu désagréable, mais si vous continuez de le faire, vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça va plus vous toucher autant d'être rejeté. Et puis ensuite, s'il y a besoin, vous pouvez aborder d'autres personnes et refaire exactement la même chose. Essayez de vous faire rejeter ou de dire n'importe quoi. Et si ça arrive, dites-vous « Yes, j'ai réussi ».
Et quand vous commencez à constater que ça vous fait plus grand chose d'être rejeté par exemple, c'est là que vous allez pouvoir ensuite aborder cette personne du début qui vous intéressait. Autre exemple, si vous avez peur de louper votre entretien d'embauche, commencez déjà par postuler dans des jobs qui vous intéressent pas forcément et allez-y avec l'idée de ne pas obtenir le poste. Ou si vous avez peur de démarcher par téléphone, commencez par appeler n'importe qui au hasard et faites en sorte de vous faire raccrocher au nez par exemple. Mais surtout, à chaque fois que c'est le cas, dites-vous « super, j'ai réussi ». Et vous pouvez même faire un jeu de tout ça. Demandez-vous combien de fois aujourd'hui vous allez pouvoir échouer. Et le lendemain, essayez d'échouer plus que la veille. Personnellement, c'est en faisant un jeu de mes angoisses que j'ai vraiment pu m'en libérer. À chaque fois que j'angoissais, je me disais « yes, trop cool ». Alors je pourrais en parler des heures de cette technique tellement je la trouve géniale. Alors je vais pas forcément tout vous expliquer, je vais vous la faire rapide, mais en gros déjà ce qu'il faut savoir c'est que premièrement, en choisissant volontairement d'échouer, vous allez reprendre le contrôle. Vous serez plus en train de subir et ça déjà, ça fera toute la différence. Si vous voulez reprendre le contrôle de votre vie, vous devez choisir consciemment et volontairement d'avoir votre problème. La deuxième chose, c'est que vous allez probablement constater que c'est très difficile d'échouer volontairement. Et troisièmement, si à chaque fois que vous échouez, vous vous dites « yes, j'ai réussi », ça peut plus être un échec du coup, puisque vous venez de réussir dans le fait d'échouer, donc vous venez de réussir en fait. Ça me fait penser à une vidéo que j'ai faite il y a longtemps dans laquelle je vais aborder des gens pour leur dire n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi, c'est-à-dire que c'est des phrases qui n'ont absolument aucun sens. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous sauriez si à la mairie elle réprimande les cacahuètes violettes qui ont des ailes parce que je m'inquiète, ou est-ce qu'il faut aller au commissariat plutôt? Les cacahuètes violettes. Qu'est-ce que c'est ça? Des cacahuètes violettes qui ont des ailes. Je pense qu'il vaudrait mieux aller à la mairie. D'accord. Et c'était génial parce que je me suis vraiment aperçue que c'était vraiment compliqué du coup de dire n'importe quoi. Mais surtout, j'ai pas eu la sensation d'avoir été rejetée. Enfin, les gens ont été vraiment plutôt cool avec moi. Et le plus amusant dans tout ça, c'est qu'en plus de ça, ils répondaient à mes phrases qui ne voulaient absolument rien dire. Faire ça, ça m'a vraiment permis de débloquer pas mal de choses. Mais c'est surtout le fait de le vivre qui a été important. En psychologie, c'est ce qu'on appelle une expérience émotionnelle correctrice. C'est pour ça que j'insiste autant sur le fait de tester les choses par soi-même, parce que ça va vous permettre vraiment de vivre les choses. Donc testez ça, même si ça vous paraît un petit peu étrange, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment ça s'est passé. Et enfin, la troisième et dernière technique que je peux vous proposer, c'est d'apprendre à vous pardonner. Le pardon, c'est l'antidote au perfectionnisme, c'est apprendre à être plus bienveillant envers vous-même et à accepter vos imperfections. Et pour apprendre à vous pardonner, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur le sujet, parce que sinon ça va vraiment être trop long de tout réexpliquer. Voilà, je pense avoir fait un peu le tour là du sujet, donc je vais pouvoir m'arrêter là. J'espère vraiment que cette vidéo va vous aider à être un peu plus à l'aise avec l'échec et surtout d'avoir peut-être un nouveau regard déjà sur ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager autour de vous si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes, et puis à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite.